est au réalisateur. On passe derrière la caméra et on plonge dans les coulisses du tournage de ce documentaire. Avec vous, Nicolas Vescovaci, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation. On vous doit, entre autres, une enquête qui a fait grand bruit sur le Crédit Mutuel, un livre choc ensuite sur Vincent Bolloré. Et cette fois-ci, on vous découvre donc le pied marin. C'est votre nouvelle passion, la mer, Nicolas? Non, absolument pas. Je ne suis pas un grand fan de la mer, mais je suis un grand fan des grands voyages et du décryptage des enjeux de la mondialisation. C'est pour ça qu'on a fait ce film. Avec quand même des vues vertigineuses, des cathédrales d'acier, c'est très impressionnant, même si on n'a pas le pied marin. La logistique est très impressionnante. On le voit dans le film. Ces ports, ces hubs interconnectés qui sont souvent en Asie, qui sont des infrastructures gigantesques avec des grues qui font 50 mètres de haut, des navires qui font 400 mètres de long. C'est vraiment une logistique très impressionnante et réglée au millimètre. On le voit dans le film. Chaque container a sa place, trouve sa place. C'est vraiment une industrie très impressionnante de ce point de vue-là. Et qui, malgré tout, peut être très silencieux. Je crois que c'est une des choses qui vous a le plus marqué quand vous étiez à bord. Un navire de 400 mètres, quand il rentre dans un port tel que celui de Tanjung Pelepas en Malaisie, il fait très peu de bruit parce qu'il est poussé par des remorqueurs qui le poussent très lentement contre le quai où l'attendent des dockers. Mais finalement, moi j'imaginais des moteurs qui fument, du bruit. Et en fait, non, c'est très silencieux. Alors, des marins qui se filment eux-mêmes, seuls, à bord. C'est quand même des images extrêmement rares, en fait. Est-ce que ça a été difficile à négocier? Alors oui, ça a été très difficile à négocier. L'industrie maritime est une industrie conservatrice, très peu transparente. Et Maersk a été l'unique compagnie à nous accepter à bord pour un voyage au long cours à travers la planète. Ça n'a pas été simple. On a négocié avec eux 3 moments, 3 segments de voyage. Et nous avons considéré intéressant de donner des caméras aux marins, à certaines femmes également, puisqu'il y a une poignée de femmes à bord. Il y en a une, Camille, qu'on voit dans le film, Camille, qui est la incroyable. Philippine, 27 ans, qui nous fait vivre en fait plein de moments. Elle est incroyable, parce qu'elle a 27 ans, qu'elle sait comment un téléphone fonctionne, elle sait s'en servir, elle s'est mise en scène pour nous et a filmé des moments à bord qu'on n'aurait pu jamais filmer. Est-ce qu'il y a eu des séquences, du coup, je ne sais pas, censurées? Est-ce qu'on vous a demandé de voir les vidéos avant? Est-ce que l'armateur a jeté un œil? Absolument pas. C'est vrai? L'armateur ne nous a jamais demandé de regarder les rushs. Donc là, tout ce qui a été diffusé n'a pas été contrôlé par Camille, le second officier et le capitaine ont tourné ce qu'ils jugeaient bon de tourner et ils nous ont confié ces images, sans aucune censure. Après, il y a peut-être un peu d'autocensure, c'est ça? Disons qu'ils travaillent pour Maersk. Et donc, on peut penser qu'effectivement, ils n'ont pas voulu montrer tout ce qu'ils souhaitaient peut-être. Et d'ailleurs, on va en parler peut-être un peu plus tard en plateau. Juste pour revenir sur les conditions de tournage, en savoir un petit peu plus, je crois que ça a été assez difficile, notamment parce que vous avez été percuté par l'actualité, et notamment après le 7 octobre, des portes sur le bateau avec l'armateur qui se sont fermées petit à petit, des accès que vous deviez avoir et que vous n'avez pas eu. Oui, l'attaque du 7 octobre, celle du Hamas, a fait en sorte de fermer les portes qui nous avaient été ouvertes. Nous devions traverser le canal de Suez, qui est un point névralgique et stratégique du commerce mondial. C'est 25% du commerce mondial, le canal de Suez. L'attaque a eu lieu le 7 octobre. Le Mérété, notre navire, devait rentrer dans le canal le 18 octobre. Nous étions à Suez le 17 octobre. Et ce soir-là, le ministre de la Défense, qui nous avait donné des autorisations pour monter à bord, puisque c'est une zone militaire, appelle les autorités portuaires et finalement nous interdit de monter à bord. L'équipe qui était sur place, ce n'était pas moi, c'était mon co-réalisateur Alfred de Montesquieu, n'a pas pu monter à bord. On n'a tourné aucune image quasiment dans le canal de Suez. Celle que vous voyez, on voit le bateau entrer dans le canal de Suez, est une image qui a été tournée par un marin du bord. Grand absent du tournage, la CMA-CGM, fleuron quand même français, 3e plus grand armateur, grand armateur mondial, 5e fortune de France, la famille Saadé dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans le reportage? On les a sollicités tout de suite pour monter à bord. On a discuté avec eux, on a négocié avec eux, et Tania Saadé, qui est la directrice de communication du groupe, et qui est la sœur aussi de Rodolphe, le PDG du groupe, a refusé tous les accès et n'a pas voulu qu'on puisse monter à bord. Je vous l'ai dit au début, c'est une industrie compliquée, peu transparente, peu imposée.
Et je pense que M. Saadé ne voulait pas qu'une équipe de télévision soit à bord pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 semaines pour filmer ce qui s'y passait. Et on a donc tourné nos caméras vers Maersk, le Danois. Deuxième armateur mondial, 680 navires sur les mers du globe, et qui a accepté, lui, de nous ouvrir ses portes, ce qui est extrêmement rare. C'est ça, qui a pris les risques. Qui a pris des risques. Parce que j'imagine que CGM se dit trop de coups à prendre, quoi, en gros, c'est ça. Oui, trop de coups à prendre, je vous ai dit, sur les taxes, sur les conditions de travail, sur son influence aussi en France. Et donc, M. Saadé a préféré refuser nos accès. Eh bien, malgré tout, on va continuer de découvrir ce monde secret et opaque, comme vous le disiez, des armateurs. On va s'interroger sur ce qu'ils ne vous ont peut-être pas dit, justement, dans votre enquête. Les salariés au rabais, les avantages fiscaux, les cargos poubelles. On élargit le plan et on en parle avec mes autres invités qui nous rejoignent. Et c'est tout de suite. Et bienvenue à vous tous. Maxence Brichoux, bienvenue à vous. Vous êtes chercheur au Centre Thucydide Paris, à l'Université Paris 2, dédié à l'analyse et à la recherche en relations internationales. Vous avez publié chez PUF ce livre, Une géopolitique des mers. On va voir avec vous à quel point le contrôle des voies maritimes est stratégique pour la plupart des États. En face de vous, Laure Talonneau. Bonsoir, Laure Talonneau. Vous êtes inspectrice de la Fédération internationale des transports. Ça fait 13 ans que vous arpentez les coursives des bateaux qui font escale dans les ports français, même si on ne vous y invite pas, et surtout, d'ailleurs, je crois, si on ne vous y invite pas. Votre mission, en gros, c'est venir en aide aux marins et surtout faire respecter leurs droits. Et je crois qu'il y a un peu de travail. Oui, mais bien sûr, ils ont des conditions de travail épouvantables. Donc oui, il y a du travail. Il y a du travail. Vous allez nous dire que ce sont des prisons parfois même à ciel ouvert. On y revient dans quelques secondes. À vos côtés, Guillaume Legrand. Bonsoir à vous. Bonsoir, Valérie. Vous êtes en quelque sorte une version des armateurs 2.0. On peut dire ça comme ça. Vous dirigez l'entreprise TOT, je ne sais pas si je prononce bien, qui a conçu le plus grand voilier cargo au monde. Et vous allez nous montrer par A plus B, qu'on peut faire voyager un cargo sans polluer, ou presque. Laure Talonneau, je voulais revenir d'abord avec vous sur les conditions de vie des marins, puisque c'est aussi l'objet de l'épopée qu'on vient de voir et cette enquête qu'on vient de regarder. Vous arpentez, je le disais, les bateaux. Est-ce que vous êtes là bienvenue à bord des cargos quand vous vous présentez pour faire des inspections? Comment ça se passe? Forcément, on est très bien reçus par les marins, puisqu'on est là pour les défendre. Et on est là parce que, justement, ils ont besoin d'être défendus. Donc vous êtes la bienvenue, tout le monde vous ouvre les portes assez facilement? Les marins, évidemment, oui. Mais parce qu'on est là, parce qu'il n'y avait personne pour s'en occuper de ces marins. Sauf qu'il y a des capitaines sur les bateaux, les armateurs, j'imagine qu'ils vont les pas armateurs, avec le même œil. Non, évidemment, ils ne sont pas ravis de nous avoir, mais on est là, on est présent parce c'est obligatoire qu'on soit là pour s'occuper des marins. Qu'est-ce que vous découvrez, justement? Pourquoi c'est si important d'aller à bord et discuter avec eux? C'est important parce qu'en fait, le problème dans le secteur maritime, c'est les pavillons de complaisance, qui est permis parce qu'il y a une libre immatriculation des navires. Et ces pavillons de complaisance, il n'y a pas de règles. Les navires ont des certificats qui sont délivrés par les pavillons de complaisance. Avant d'aller sur les pavillons de complaisance, peut-être juste ce que vous constatez très concrètement, parce que on parle à des spectateurs qui ne connaissent pas forcément bien l'univers maritime. Vous rentrez sur le bateau, vous rencontrez des marins. Quelles sont leurs conditions de vie? On voit dans le documentaire une jeune femme, Camille, 27 ans, qui a l'air de vivre plutôt très bien son statut de marin, malgré le fait qu'elle soit payée 6 € la journée. On va y revenir. 1 000 $ par mois. 1 000 $ par mois. On voit des marins qui ne se plaignent pas. Est-ce que c'est la réalité? J'aimerais bien aller justement derrière la caméra avec vous. Non, alors là, évidemment, Maersk a choisi son meilleur navire, sûrement, pour avoir une bonne image du secteur maritime. On ne sait pas du tout comme ça. On voit un petit peu quand même dans le documentaire qu'elle est un peu déçue. En fait, elle s'attend à ce qu'il faut avoir des voyages, avoir des escales, et puis finalement, non, elle fait que travailler. Donc elle est là que pour le salaire. Et je crois qu'il y a un officier qui dit exactement la même chose. Il dit c'est un sacrifice pour le salaire. Parce que ce sont que des marins qui viennent des pays pauvres. Ils n'ont pas le choix. C'est des pays qui sont corrompus. Ils viennent, là vraiment, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ils ont des salaires qui sont vraiment très bas. Le représentant des armateurs, à un moment donné, alors il rigole en se disant « je suis grand seigneur, par rapport à leur pays, ils sont très bien payés ». Mais non, c'est de l'exploitation. On exploite la misère des gens. Qu'est-ce que vous contrôlez quand vous allez sur les navires? On contrôle les conditions de vie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a à manger,
parce que ça paraît basique pour tout le monde, mais dans beaucoup de bateaux, non, il n'y a rien à manger. C'est-à-dire Il n'y a pas d'eau. Des fois, il nous est arrivé d'avoir des marins qui buvaient l'eau de pluie parce qu'il n'y avait pas d'eau à manger, pas d'eau à boire, parce que ça coûte trop cher et qu'ils n'ont pas besoin de boire, sûrement. Ouais, c'est ça, les salaires qui ne sont pas payés. La nourriture? Oui, la nourriture, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de légumes frais, parce que ça coûte trop cher. Donc, non, ils attendront dans 2 ports, c'est pas grave. Les salaires qui ne sont pas payés. On a le droit justement de ces salaires pas payés, ces 6 euros par jour, ou vous-même, on vous entend dire 6 euros de l'heure. Hein. Et la personne vous répond non, 6 euros la journée, mais c'est très bien parce que c'est bien mieux que leur salaire. C'est quelque chose de légal, tout ça? Ah non, il n'y a absolument aucune légalité derrière tout ça. Non. Si elle doit gagner 1 000 $, elle doit être payée 1 000 $ par mois. Et donc, si elle fait 5 mois à bord, parce que c'est le cas de Camille, elle a un contrat qui lui permet de rester 5 mois à bord, en fait, elle repart après son voyage de 5 mois avec 5 000 $. Ce qui, pour elle, paraît énorme. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle affirme qu'elle gagnerait 2 fois, voire 3 fois moins à terre. Donc, il y a un avantage. Mais c'est vrai ce que vous dit le professionnel. Voilà, mais ce qui est vrai, c'est qu'elle passe sa vie à poncer un navire, à peindre un navire, aller au fond de la cale, et c'est 8 à 10 heures par jour, quand c'est pas 12 heures par jour. On entend un intervenant qui dit le métier de marin, c'est le métier le plus mal payé du monde. Il l'est largement. Et vos marins aussi, alors, ils sont sous-payés? Nous sommes sous pavillon français. et nous sommes. Alors, donc vous ne contournez pas le droit social français nous et sommes la loi armateurs. française. Armateurs, ça veut dire décider d'aller en mer et de mettre l'étymologie suffisamment de bras à bord pour avoir en sécurité suffisamment de marins pour pouvoir affronter un océan. Donc, c'est bien effectivement ce que nous faisons. Donc, chez Taot, on le fait à la voile, de façon tout à fait particulière. On va y revenir ensuite, mais déjà sur les conditions de vie des marins. Par contre, combien sont-ils payés de l'heure, vos marins? Nous, on est dans des conditions de françaises. Donc, de toute façon, personne n'est sous le SMIC. Nos matelots sont minimum au SMIC. Minimum le SMIC horaire. Et ensuite, nos commandants sont en fonction des grilles classiques qu'on a sous les... et on a un système de primes également qu'on met en place, spécifique à chaque armateur. Et nous, il y a notamment la décarbonation qui est mise en avant. Il est clair, par contre, que le transport maritime international est largement nivelé par le bas, au niveau principalement social. Parce que, via le truchement du pavillon, on peut, grosso modo, faire le moins... Il y a toujours moins bien. En fait, on pourra toujours moins bien payer, moins bien traiter. Ils le sont également, ces transports maritimes mondiaux nivelés par le bas, au niveau environnemental. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Mais effectivement, il y a chez les marins, c'est peut-être vrai chez les nôtres, mais certainement encore plus là, une immense omerta. Les marins s'autocensurent, n'osent rien dire. Et parce qu'on sait très bien que de toute façon, la face finalement assez anonyme du capitalisme mondial, ce sont les grands armements hauts conteneurs, dont je pense l'opacité a permis également d'écraser le travail humain. Il faut expliquer quand même aux téléspectateurs, parce que donc on parle de ces fameux pavillons de complaisance. C'est des pratiques pour contourner la loi, c'est ça. En gros, comment ça se passe un pavillon de complaisance? C'est une sorte de plaque d'immatriculation qu'on achète pour un battant, Max Autrichon? Oui, je pense qu'il faut vraiment aller au fond du sujet. Mais le sujet, il est très simple. C'est que les mers n'appartiennent à personne. Donc quand vous êtes sur la Terre aujourd'hui, tout ce qui est terrestre a été divisé entre les États et chaque État contrôle ce qui se passe. Donc il y a une police, il y a des frontières, il y a des juges et il y a un État qui vous juge et vous met en prison. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, et le fait absolument fondamental de la géopolitique des mers, c'est que d'une part, les mers ne sont pas un territoire et donc n'appartiennent à aucun État. C'est une zone sans souveraineté. Et les navires, les navires, c'est un bâtiment de l'acier avec des gens dedans et ils sont loin des États parce que personne ne sait, loin de la police parce que personne ne sait ce qui s'y passe. Et donc se pose la question du point de vue du droit international, c'est quelles sont les règles qui s'appliquent et donc qui fixe les règles et qui les applique. Et généralement, c'est celle des pays. Alors, c'est celle des pays d'immatriculation. Du pavillon. Exactement. Voilà. Et donc la Constitution des océans de 1982 dit. La question pratique, c'est quelle est la nationalité du navire? Et c'est celle là où l'armateur a décidé de s'enregistrer, qui est un acte exclusivement juridique où il dit libre immatriculation. En gros, Libéria, voilà. Malte, Panama. Et pourquoi ces pays-là? Îles Marshall. Pour des raisons fiscales, mais aussi de capacité, de volonté réelle à contrôler ce qui se passe. Ça veut dire que par exemple, les armateurs français, on parlait tout à l'heure de CMA-CGM, qui est un fleuron quand même de notre industrie, peut très bien ne pas appliquer le droit français sur ces bateaux. Elle le fait d'ailleurs. Leur talonnage. Elle le fait, puisque plus de 90% de sa flotte est sous pavillon étranger. Et on a des choses absolument incroyables. Récemment, j'ai appris que les marins sri-lankais qui allaient aux États-Unis, en fait, certains sont partis
C'est-à-dire qu'ils ont profité de l'escale pour partir. Et depuis, CMA-CGM a donné pour consigne de séquestrer, en gros, les Sri Lankais. Parce qu'ils sont obligés de payer des amendes, en fait. Alors, vous ne pouvez pas dire séquestrer, parce que c'est en c'est fait, une privation de liberté. La situation, effectivement, c'est une privation de liberté. Ce sont des marins qui sont vous n'avez pas le droit, en fait, bateau, d'interdire... cantonnés sur le bateau. Non, mais vous n'avez pas le droit d'interdire à un marin d'aller à terre. Maxence Brichoux. Mais du coup, là, on est vraiment dans les défauts de la mondialisation et du droit international. C'est qu'in fine, ça reste toute une collection d'États souverains, des grands, des petits, dont certains, clairement, États ont choisi d'avoir une sorte de stratégie agressive pour attirer des pavillons. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des phénomènes de concentration très forts dans les États que vous avez cités. Et donc, c'est vrai, voilà, la France est à la fois mieux-disante, évidemment, en droit. Enfin, voilà, c'est tout le problème de la mondialisation. La France est mieux-disante et le multilatéralisme, on a du mal à baisser, à augmenter l'ensemble des normes conjointement, d'où les passages assez intéressants sur ce qui se passe à l'Organisation maritime internationale. Alors, justement, Nicolas Vescovaci, vous dites en préparant l'émission, en fait, j'ai été choquée par la consanguinité entre les armateurs et les institutions qui régulent le secteur. Il se trouve que depuis quelques mois, le secrétaire général de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, est un Panaméen. C'est un diplomate panaméen qui a fait toute sa carrière à l'OMI. Et il le dit à un moment donné, il se trompe, il dit « je dirige », au lieu de dire l'organisation, il dit l'industrie. Et on voit bien qu'il y a cette consanguinité. Les pavillons de complaisance ne sont d'ailleurs pas reconnus en tant que tels à l'OMI. Il parle, lui, il dit, on ne parle pas de pavillon de complaisance, on dit des registres de libre immatriculation. Absolument. Et ce sont des pays... Le pavillon de complaisance n'existe pas juridiquement. C'est un terme journalistique. Exactement. Juridiquement, on parle de pavillon. Exactement. Nicolas Vescovaci. Oui, on est aux Nations Unies, et donc chaque pays vote. Et donc le Panama, le Libéria, parfois le Gabon, qui peut aussi avoir des bateaux, ou les îles Marshall au Vanuatu, a autant de poids politique que la France, l'Allemagne ou le Danemark. Voire plus puisque certaines conventions internationales, comme la MLC, alors attention, la Convention du travail maritime, donc le droit des marins, n'a été, en fait, elle est rentrée en vigueur que lorsqu'il y avait en fait un minimum d'États, un quorum d'États qui représentait un certain tonnage. Quels sont vos leviers de pression, justement, quand vous rencontrez des marins qui vous disent moi, j'ai pas à manger, j'ai pas de l'eau courante, je suis payé 6 € la journée. On a quand même des négociations avec les armateurs, en fait. Après, oui, on fait pression avec les autorités. Moi, j'ai aussi des contacts, mais par exemple avec Morglas et des associations qui aussi communiquent beaucoup. Morglas, une association qui est d'ailleurs dirigée par un ancien marin. Exactement. C'est ça. Donc, ce sont vos moyens de pression. Et puis, on a des grèves, en fait. On a plein de moyens, en fait. Les grèves, ça fonctionne ? Ça fonctionne, mais les marins, ils osent rarement se plaindre, parce qu'ils sont blacklistés, parce qu'il y a du harcèlement, il y a de la victimisation. Enfin, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on est là, en fait. On les représente. Le transport maritime, c'est un mode de transport dangereux avec, alors on parle des conditions de travail, il y a aussi les pertes de conteneurs, on le voit très bien à la fin du film, les menaces également d'attaques de pirates. Maxence Brichoux, on voit dans le doc ces vidéos spectaculaires de pirates. Pour certains même, on découvre que finalement ça existe encore, que c'est une menace encore qui est finalement omniprésente. Oui, encore une fois, il y a toujours eu un sujet de piraterie, parce qu'encore une fois, les mers, c'est immense, il n'y a pas de policiers à tous les carrefours, parce qu'il n'y a pas de carrefour, et donc la piraterie est un phénomène récurrent dans l'histoire et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout, c'est un phénomène économique. C'est-à-dire que les gens font ça pour prendre les navires en otage et leur équipage et en tirer un revenu. Et donc, c'est pour ça que ça s'observe essentiellement dans les zones faiblement développées ou en quasi-crise totale, comme la Corne de l'Afrique. Et donc, c'est un danger récurrent. Mais là, ça a aussi été évoqué, c'est très frappant dans le documentaire, puisqu'on le voit, le capitaine qui se reroute pour prendre 10 jours de plus pour faire le tour de l'Afrique et ne pas passer par la mer Rouge et le canal de Suez. Là, ce qui se passe aujourd'hui en mer Rouge avec les Houthis, c'est vraiment beaucoup plus que de la piraterie, à la fois dans les moyens utilisés et dans les objectifs. C'est-à-dire que la piraterie, c'est une activité économique. Et là, ce qu'on observe avec les Houthis, c'est une intervention militaire d'un groupe para-étatique qui a vraiment des moyens très conséquents pour intervenir. Parle de terrorisme. Et le capitaine parle même de terrorisme. Mais en réalité, il y a les pirates à l'ancienne, entre guillemets, qui sont des pirates qui interviennent pour le butin. Oui. Et puis des pirates
dits terroristes comme dans le des fins politiques, documentaire. en fait. Ce qui se passe dans le Bab el-Mandeb, avec les Houthis actuellement, on observe quasiment une étatisation de leurs moyens, sans rentrer trop dans les détails, mais les missiles qu'ils utilisent, les drones de surface qu'ils utilisent, dépassent complètement tous les moyens qu'on pouvait envisager avant. Grosso modo, ce qu'on appelle les pirates, il faut imaginer 3-4 embarcations rapides, des kalachnikovs, des échelles. Donc c'est une situation absolument de crise absolue pour la vie des marins, puis effectivement à des fins économiques pour prendre en otage le navire. Chez les Houthis, c'est complètement lié avec le conflit israélo-palestinien et avec des pertes totales de navires, un risque fort de marée noire actuellement. Nous-mêmes, Artemis doit rentrer par l'océan Indien. Donc un de vos cargos voiliers. Tout à fait. Et on a fait clairement le choix de Bonne Espérance. Donc c'est une menace réelle pour vous aussi alors nous, armateurs, n'oublions jamais qu'on est toujours obligés d'essayer d'optimiser en permanence ce que notre entreprise peut permettre d'apporter, dans notre cas, c'est à la décarbonation, mais aussi tout simplement à sa santé pour son développement ultérieur. C'est la route la plus courte quand on rentre d'Asie et de loin. Effectivement, au vu de ce qui se passe ces dernières semaines, et notamment, je l'évoquais, des drones qui vont à plus de 100 nœuds, on parle en nœuds, à presque 200 km/h. Les drones, par exemple, des rebelles yéménites. De surface qui flottent avec 150 kilos d'explosifs. On a eu, il y a une dizaine de jours, des marins d'ailleurs philippins, je crois, qui sont morts. Donc on en est arrivé là. Nous sommes avant tout des employeurs et avant tout responsables de la peau de nos marins qu'on enverra là-bas. Donc effectivement, il faut faire le tour de l'Afrique et c'est ce qu'on fait et on essaie de transformer, entre guillemets, ce problème en opportunité, notamment en utilisant, en ce qui nous concerne, l'Alizé d'Atlantique Sud et une escale à La Réunion qui sera bientôt prévue. Maxence Brichoux, arrêtons-nous quand même juste un instant sur ce groupe donc, de terroristes qui pèsent de plus en plus sur le commerce international. On en parle donc, les Houthis. Quelles sont leurs motivations ? C'est pour ça que je ne suis pas sûr que la qualification de terroriste convienne. Non, c'est un groupe quasiment étatique qui contrôle une part conséquente du Yémen et qui, depuis le 7 octobre et le déclenchement de la guerre Israël-Hamas, dit vouloir intervenir. Donc c'est le cas des conflits régionaux. Mais c'est vrai que là, ce que je dis, c'est qu'ils viennent de changer de statut géopolitique. C'est-à-dire que c'était connu des spécialistes de la zone dont je ne suis pas, parce qu'ils sont en conflit avec l'Arabie Saoudite et autres. Mais là, en tapant le commerce international, tout de suite, ils acquièrent une visibilité, ils montrent qu'ils ont une capacité à bloquer le commerce, à avoir un effet international. Et donc, les Houthis, aujourd'hui, sont devenus un acteur, et c'est un peu toute chose égale par ailleurs, comme à l'OMI. On est dans une logique où la dispersion du pouvoir, où il y a de plus en plus d'acteurs autonomes qui mènent leur agenda, y compris par des moyens militaires, et où, comme les puissances occidentales, on perd quand même tangentiellement leurs moyens de contrôle. Et donc là, si aujourd'hui il y a une opération américaine, une opération européenne dont la France est un pilier majeur, aujourd'hui ça fait quasiment un an, on n'a pas réussi à rétablir le trafic qui est à 50% de ce qu'il était. C'est ce qui vous arrive, on voit le grand détournement du cargo et on voit finalement un petit groupe ethnique qui est capable de rebattre les cartes finalement du transport maritime mondial. Et à ce jour, toutes les grandes compagnies maritimes détournent leurs navires par le cap de Bonne-Espérance. Donc aucun navire de Maersk ne passe par le canal de Suez. Pour éviter la mer Rouge contrôlée partiellement par les Houthis. Absolument, mais le canal de Suez n'est pas fermé. Mais aucun des grands armateurs mondiaux ne prend le risque d'envoyer un porte-container qui porte 400 millions de dollars de marchandises à travers un canal, sachant qu'il pourrait être attaqué. Et on Maersk a eu 3 de ces navires qui ont été attaqués. Le sujet est surtout bien au sud de la mer Rouge, il y a 2000 km, c'est le Bab el-Mandeb, c'est le détroit de Bab el-Mandeb, où effectivement juste au nord, on va dire, du nord-ouest du Yémen, où effectivement c'est là où tous les risques sont, notamment de perte de navires. Saluons l'action de la marine française et des 26 autres marines dans l'opération Aspides, et montrer à quel point, y compris ces marines de tout premier plan, se font un peu dépasser par ces nouvelles armes. Donc moi, il y a encore quelques mois, on nous parlait de missiles balistiques, donc j'y comprends pas grand-chose, si ce n'est qu'il faut bien viser. Maintenant, on a des missiles qui sont beaucoup plus sophistiqués que ça. Hypersoniques. Il y a des sujets de missiles anti-missiles. Nous, on va pas par là. On s'en tient bien éloigné. Ensuite, demander au capitaine de frégate du Mika Center à Brest comment ils font. Alors, ils vous diraient peut-être pas tout, mais en tout cas, ils arrivent à couvrir les missiles avec certains faisceaux radars, des missiles antimissiles que j'imagine facilement. Je crois que c'est pas le cas de toutes les armes, parce qu'il y a effectivement, comme on dit dans le jargon, des navires qui se font taper actuellement. Et on a souhaité qu'en tout cas, les nôtres et nos marins à bord n'en soient pas victimes. Ça fragilise le transport maritime, finalement ? Alors, oui et non. Ça le fragilise parce qu'ils sont obligés de détourner leur route. Mais finalement, quand il y a une crise géopolitique, qui gagne à la fin ? Eh bien, les armateurs. Pourquoi ? Parce que les prix augmentent. Le coût du transport d'un container augmente. Si la crise met un coût supplémentaire sur votre transport d'un seul container, eh bien, c'est l'armateur qui, au final,
malgré ses détours, malgré des petits surcoûts de fuel, on en parle, eh bien c'est l'armateur qui va encaisser de nouveaux bénéfices. Pas si petit surcoût d'ailleurs, on est quand même sur 80 000 € la journée. Voilà, de surcoût. c'est entre 100 et 150 tonnes de fuel la journée, hein, un petit navire comme ça de 400 mètres qui traverse la mer, et ça coûte 80 000 $. Donc évidemment, c'est un surcoût, mais quand vous gagnez énormément Absorbé. par ailleurs, absorbé par le coût du transport et du Mais container. c'est vrai que Maxence, c'est quelque chose de frappant et tout le monde a été assez surpris. Donc les Houthis, la mer Rouge, c'est un événement géopolitique. Oui. Mais finalement, le transport maritime est quand même extrêmement résilient. Donc ça coûte un peu, mais en fait, par rapport au prix de l'iPhone ou de la machine à laver qui vient de Chine, c'est dit à un moment, et c'est important, c'est quelques centimes de plus dans l'addition. Et donc ce qui se passe aujourd'hui en mer Noire n'a pas d'impact macroéconomique. Donc il n'y a pas eu d'inflation, très concrètement, il n'y a pas eu d'inflation au franc prix parce que Oui. les porte-containers ne peuvent pas passer. Et donc on voit bien que, enfin c'est ça aussi, et c'est ça aussi paradoxal, enfin c'est pas paradoxal, c'est même très singulier de voir le capitaine, il reçoit un appel, on lui dit bon, on a décidé, tu fais le tour. Lui, il fait ses 10 degrés sur son joystick et il passe par le sud de l'Afrique. Et donc il y a une adaptabilité, en fait, une très forte résilience. Et c'est aussi l'un des avantages du transport maritime par rapport au transport terrestre. Le transport terrestre, il faut des routes, il faut du rail. Là, s'il faut changer de cap en cours de route pour des raisons politiques ou des raisons économiques, parce que le marché est mieux à droite qu'à gauche, vous pouvez vous redéployer en plein milieu de la mer. Et c'est pour ça que c'est un business extrêmement agile, quoi. Oui, on évoque cette question également au regard de la crise entre la Chine et Taïwan. Si d'aventure le détroit de Taïwan était fermé, que se passerait-il? J'ai posé la question au capitaine. Et lui, assis sur son siège de master, de commandant, il dit bon, finalement, je me détournerais de quoi? De 150, 250 km. Ça me coûterait quoi? Rien. En fait, de son point de vue de capitaine qui pilote un navire, ça lui coûterait pas grand-chose. Mais encore faudrait-il qu'il y ait du commerce mondial. C'est-à-dire que si la Chine envahit Taïwan, il n'y aurait plus de commerce avec la Chine et donc plus de bateaux. C'est pour ça qu'il y a très peu de chances que dans les 10 ans qui viennent, que la Chine envahisse Taïwan. Oui. Enfin, En partie. C'est un petit peu prospectif. On disait ça de Poutine jusqu'au 22 février 2022. N'oublions pas que le post-Covid, le transport maritime entre dans une crise qui continue, donc qui n'en est plus une, où il y a eu notamment sur les taux de fret, donc le coût du transport maritime depuis l'Asie, des multiplicateurs de x17, x18. Et in fine, c'est le client qui paie. Évidemment. Alors, c'est intéressant par rapport au premier sujet que nous avions, par rapport au moindre centime qu'il faut économiser au nom d'une concurrence sur le dos des marins. Absolument sur le dos des marins, mais on se rend compte que c'est d'ailleurs nous qui payons. Donc ces économies, c'est évidemment 90%, tout ceci. 90% des biens et marchandises qu'on consomme sont probablement passés par la cale d'un bateau. Sur les dos des marins, si j'ose dire, mais aussi avec finalement des transitaires ou des acteurs économiques qui sont capables de payer 10, 12, 15, 17 fois plus que ce qu'ils payaient quasiment la veille, avec ces taux de fret qui sont à nouveau divisés, qui remontent et qui, depuis 3 ans, grosso modo, sont des montagnes russes, y compris sur ce qu'on appelle des trades, donc des lignes extrêmement fiables, beaucoup moins volatiles que celles de l'Asie, notamment celle de l'Atlantique Nord qu'on connaît très bien. On a effectivement, et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a également des opportunités, notamment dans la décarbonation. On voit qu'il y a une capacité à payer qui est folle, parce que de toute façon, ils payent. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un sujet de... Socialement, est-ce qu'on ne peut pas trouver cette capacité à payer par rapport à l'humanité que nous avons et les personnes que nous mettons à bord? Et ça, c'est mon sujet par rapport à la décarbonation. Dire qu'il faut absolument que ça ne coûte rien, regardez, ça vient de se multiplier par 17. Ils payent bien. C'est une question, en fait. Jusqu'à quel prix on est capable de payer un t-shirt, un jean ou une paire de baskets? C'est au consommateur de se poser la question et de voir jusqu'à... Voilà, qu'est-ce qu'on veut, en fait, véritablement. Dans un marché parfaitement éclairé, pur et parfait, le consommateur final, il est informé. Or, dans cette boîte noire qui est le conteneur, et donc 90% des produits autour de nous, pas véritablement transitent, on nous confisque cette information. Nous pourrions, à la limite, en tant que payeurs finaux de ce verre, de se dire, tiens, imaginons qu'il est venu d'Asie, par quel navire? Où a-t-il transité? Par quel port est-il entré en France? L'information pourrait nous aider à faire un choix? Comme une liste d'ingrédients ou comme un sourcing, en théorie, le droit. Et j'ai cette information puisque je suis le payeur final. Or, on me la confisque. Cette information, elle n'existe pas. Donc, à partir de là, je veux juste le moins cher possible. Tout vaut tout. Même le capitaine, vous savez, Mélanie, même le capitaine ne sait pas ce qu'il transporte. Il sait uniquement pour les produits dangereux, qui sont rangés dans un endroit spécifique. Par ailleurs, qui sait ce qu'il y a à l'intérieur des containers? Personne ne le sait. Le capitaine ne le sait pas. On voit que c'est scellé en amont. Voilà, les opérateurs du port ne le savent pas non plus. Seul l'armateur le sait. Seul l'armateur a des fiches très précises sur ce qu'il y a dans les containers. Donc vous pensez que c'est un commerce finalement trop opaque? C'est sûr. Mais c'est clair. Laure Talonneau? Oui.
C'est évident. Il y a plein de marchandises qui sont illégales dans les conteneurs, mais ça, tout le monde le sait. Oui, on parle aussi des trafics d'armes, des bien sûr. narcotrafiquants. C'est pas une surprise. Hein. Mais en même temps, c'est le droit aussi des entreprises à faire voyager des marchandises qu'elles le souhaitent. Je ne parle pas bien sûr des narcotrafiquants ni des armes, mais plutôt des contenus de marchandises, que ce soit par exemple comme vous, du cognac, du champagne ou du café, sans forcément avoir à rendre de compte. Non, mais tout à fait. Mais c'est de toute façon une situation juridique qui naît largement, comme l'évoquait mon collègue Maxence du Centre Thucydide, de Montego Bay 1982 et qui prévoit. Mais c'est la Convention sur le droit de la mer, Montego Bay. Mais c'est celle-là qui est encore à la Constitution du droit de la mer. 70% de la planète aujourd'hui est la loi de la jungle. Il n'existe pas de droit. Alors justement, c'est sûr que le transport maritime doit évoluer. En tout cas, c'est sûr, se réinventer peut-être, s'adapter, on vient de le voir, à la nouvelle donne géopolitique, mais aussi à la révolution climatique. Alors pour que ça change, il y a des armateurs qui se lancent un peu dans des défis fous, mais qui le relèvent parfois pour moins polluer. Et comme vous, donc, Guillaume Legrand, vous avez commencé à en parler, vous avez fabriqué le plus grand cargo à voile de notre temps. Il a même un nom, vous l'avez baptisé Anemos. Alors ça ressemble à quoi un cargo à voile pour ceux qui n'en ont jamais vu? Voilà, on voit une image là. Merci beaucoup Mélanie. Et alors effectivement, chez Transoceanic Wind Transport, on fait donc du transport de marchandises à travers les océans. On fait un double constat que le vent au large est abondant et qu'il est fiable. Il est devenu fiable depuis assez peu de temps, depuis 10-15 ans, grâce aux technologies qui nous permettent de mieux modéliser, de mieux communiquer. Si on veut aller loin, donc les océans sont très grands. N'oublions jamais ça, parce que c'est quand même un préalable à notre discussion. Les déplacements des navires, les poids de ce qu'on transporte, de toute façon, est également très important. Le vent devient véritablement une source propulsive extrêmement fiable. Oui, mais beaucoup plus lente qu'un cargo pas tant que ça. à moteur. Alors, c'est contre-intuitif. Chez nous, entre le moment où la palette, disons de vin, va entrer dans un conteneur au Havre et où elle va en sortir dans le New Jersey après New York, il va se passer finalement plus de temps que chez nous, puisque justement, on est plus souple en opération maritime, on a nos propres grues et on est capable d'éviter les zones notamment largement congestionnées, que ce soit les terminaux à conteneurs ou que ce soit véritablement les portiques. Parce que vous n'avez pas de conteneurs sur votre... On est des porte-palettes. On a actuellement à bord de ce navire, merci beaucoup d'en montrer quelques images, un navire qui est capable d'éteindre ses moteurs plus de 95% du temps et qui met... Petite information quand même, donc vous avez un moteur. Tout à fait, on en a deux petits, ouais, tout à fait. C'est tout à fait obligatoire, pavillon français ou tout pavillon de toute façon. Il faut qu'on puisse... Non, alors c'est surtout sur les approches portuaires, les manœuvres et évidemment le chenalage. Nous, on va vendre une propulsion principale vélique où on peut effectivement, en fonction de grandes saisonnalités des vents, sur laquelle on va également calquer nos plannings de navigation, proposer tout ce qui est transocéanique, hauturier, uniquement à la force du vent, parce que c'est là où les grandes routes du vent sont le plus fiables, le plus lisibles. Donc... Pardon. Non, mais en tant que terrien, on a tendance à avoir un vent erratique. Un jour, il y en a, on regarde par la fenêtre, un jour, il n'y en a pas. En fait, si, on arrive au loin à le comprendre très bien. Les anciens le savaient, on le comprend de façon beaucoup plus fine. Qui, aujourd'hui, propose un service industriel pour 1000 tonnes décarbonées en route régulière? Pas grand monde. En tout cas, les grands armateurs aimeraient bien faire croire. Vous vendez bien votre projet. Je vais devoir vous couper du coup quand même. Parce que, évidemment, on se pose des questions. D'abord, est-ce que c'est pas un peu utopique d'imaginer que des cargos qui, finalement, transportent 11 milliards de tonnes de marchandises chaque année à travers les océans pourraient être remplacés par des cargos à voile ou des bateaux... C'est une question de taille. Finalement, la technologie ne permet pas encore à M. Legrand d'avoir des bateaux à voile de 400 mètres de long. Sur le Aujourd'hui, Mérété, il faut 80 mètres. Voilà, 83, je crois exactement. Le Mérété fait 400 mètres. On peut mettre 18 000 conteneurs. On peut porter quasiment 200 000 tonnes de marchandises, c'est-à-dire 200 fois plus que sur un bateau de M. Legrand. Il n'y a pas compète, en fait, quand vous êtes producteur de pneus, quand vous êtes producteur, quel que soit le produit industriel que vous voulez vendre. Donc, en fait, vous choisissez le moindre coût et le bateau le plus gros qui va vous coûter le moins cher. Et jusqu'à présent, ça marche comme ça. Il n'est pas dit, M. Legrand peut-être le dira, qu'à terme, dans 10, 15, 20 ans, ces bateaux soient 200, 300 mètres peut-être, et marche à voile ou avec des turbines, ou avoir peut-être des modes de propulsion un peu hybrides. Vous pensez que vous pourriez talonner le commerce de cargo maintenant? C'est pas que de la com ou du greenwashing. Imaginez que le monde de 2050 ne sera que le monde de 2024 à la loupe. Je pense qu'il faut justement le regarder en face, ce monde-là. Et on a bien vu qu'il y a des disruptions dans cette histoire, de cette grande histoire-là. Effectivement, nous sommes bien plus petits. Nous utilisons des technologies qui sont le meilleur de ce que le 21e siècle nous permet, avec notamment des mâts carbone, des logiciels de routage issus de la course au large, un gréement qui est extrêmement puissant. Le Cutty Sark, pour le comparer avec...
Le Cutty Sark, ce grand 3 mâts qui avait à peu près la même taille, il y a plus d'une 150 ans quasiment maintenant, avait 58 marins. Nous pouvons en avoir 7. Donc il y a 150 ans. Oui, tout à fait. Donc on a à peu près les mêmes capacités. On va plus vite et avec beaucoup moins de marins. Et donc on arrive à trouver un marché en propre de clients qui souhaitent effectivement entrer dans la décarbonation du transport maritime. Qu'est-ce que vous transportez aujourd'hui alors vous avez des clients déjà? Tout à fait. Une centaine d'entre eux. On est ravis, par exemple, d'exporter le meilleur cognac au monde, le Martel, à destination des États-Unis. Pas de pub, attention, on ne peut pas. Vous pouvez dire cognac, champagne, je ne sais pas. Le groupe Pernod Ricard à l'export. Alors, oui, mais on a également... Il faut dire un troisième groupe maintenant. Il faut dire 3 groupes. Vous en avez dit un, il faut en dire deux autres. Le Moum, le Perrier-Jouët, c'est ça. Donc, à l'import, on va importer beaucoup de café vert pour le compte de Belco. Et aux États-Unis, on a également un client important qui s'appelle Café William. Donc, effectivement, on n'est pas sur des pneus, mais plutôt des produits de qualité qui nécessitent le aussi transport un transport le plus décarboné, le transport qui n'a pas lieu. Aujourd'hui, ces fameuses 11 milliards de tonnes disent le nom quand même d'une économie qui est complètement intégrée. La question réelle qu'il faut se poser également, c'est a-t-on véritablement besoin ou n'y a-t-il pas, c'est ce qui se passe d'ailleurs post-Covid, des relocalisations des usines qui étaient parfois en Asie, elles sont maintenant en Afrique du Nord. Alors, est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien? En tout cas, elles sont plus proches. Donc la question globale du transport maritime, également une certaine régionalisation, relocalisation. Ça, c'est intéressant. C'est la question aussi de finalement évoluer aussi avec son temps. Est-ce que ça n'impose pas de réduire la voilure, sans mauvais jeu de mots, de notre juste consommation mondialisée? Ça, c'est vrai, je pense que tout le monde le vit, mais aujourd'hui, à l'heure écologique, la consommation est un acte politique. Donc, voilà, ce qui a été dit sur... Vous choisissez uniquement en fonction du prix ou vous intégrez d'autres considérations. Je pense quand même c'est un enjeu physique et c'est vrai que l'enjeu, c'est pas la vitesse, c'est le volume. C'est-à-dire que toute cette masse de biens, les armateurs, voilà, un ou deux nœuds plus rapidement, c'est pas le sujet, mais c'est de les amener matériellement d'un point à un autre de la planète. Voilà, le transport maritime, je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, c'est 3% des émissions mondiales. Oui, la pollution, donc, 3% des émissions mondiales. Donc, est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Voilà, après, il y a le sujet dans le sujet qui est effectivement, c'est quand même majeur, l'indépendance industrielle à la Chine, qui est vraiment l'industrie du monde aujourd'hui, y compris sur comme on le sait, sur les voitures électriques et donc sur les produits du futur et pas seulement les produits industriels d'aujourd'hui. Donc la relocalisation, régionalisation, diversification des approvisionnements, effectivement, c'est le sujet pour tout le monde. Mais c'est vrai que le travail sur la demande de transport... Dernière question quand même rapidement parce qu'on va devoir couper et j'ai quand même vraiment envie d'entendre votre réponse. L'industrie maritime, l'industrie pétrolière, est-ce qu'elle a intérêt à ces inventions écologiques et durables? Tout à fait. Bon le géant dans la mythologie, il a des pieds d'argile. Les porte-conteneurs géants aujourd'hui ont des problèmes de réapprovisionnement, de réacheminement des conteneurs, de taux de remplissage qui ne sont pas optimaux. Bien sûr que l'industrie a intérêt à pouvoir aller plus loin, à pouvoir entrer finalement dans le cadre d'une réglementation internationale qui s'applique au niveau européen, au niveau de l'OMI. Je ne rentre pas dans les détails Donc ici. Les grands armateurs il y a un vrai défi. qui dominent le marché regardent quand même vos inventions, votre activité avec intérêt. Très petit armateur en toute humilité, mais très décarboné, très à la voile. Nous restons des armateurs et on parle à d'autres armateurs qui eux-mêmes ont bien vu les technologies que nous mettons en place et nous envisageons également d'investir fortement dans la recherche et le développement pour aller sur des gréements qui pourraient être utilisés en rétrofit. Laure Talonneau, très rapidement, mais finalement, ces cargos, peut-être plus à taille humaine, c'est aussi une promesse de meilleures conditions de travail pour les marins? Oui, j'espère. J'espère, parce que là, on a vu dans le documentaire, il y a un navire qui coule tous les 2 jours. Alors, ça veut dire que pour le moment, les conditions de navigabilité ne sont pas assurées. En tout cas, l'industrie du transport maritime va devoir faire sa révolution. Peut-être que ça a déjà, mais ça a déjà d'ailleurs commencé. Merci à vous 4. On pourrait continuer encore longuement. Merci d'avoir participé à cette émission. Pour celles et ceux qui veulent poursuivre le voyage, eh bien, ce conseil de lecture, Maxence Brichoux, Géopolitique des mers, c'est aux éditions PUF. Et bien sûr, revoir votre documentaire, Nicolas Vescovaci et Alfred de Montesquieu, Cargo dans les soutes de la mondialisation. C'est sur France.tv. Bonne soirée à vous et à très vite dans Le Monde en face.